il gère la caméra, c'est ça? Je vais me présenter rapidement et puis après. C'est bon? Ah bah ouais. Mais le micro est allumé? Ah oui, il est allumé. Bon, super. On m'entend? C'est bon? Oui. Bon, bah du coup, bonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas là hier aussi. Je me présente rapidement, Audran Caron, membre de l'équipe Goldorak, alias Alpha Robase. Et ce matin, je vais vous parler des méthodes de fabrication dans la continuité de la formation qui vient d'avoir sur la CAO. Donc en gros, moi dans mon équipe, je fais beaucoup la mécanique et de fait la CAO qui précède. Et comme il y a pas mal de façons de construire un robot, bah, je vais vous présenter tout ça. Donc je vous fais une petite présentation. Alors disclaimer, la présentation a pas mal changé dans la nuit. Et j'ai pas forcément trouvé un équilibre qui me convenait, donc j'espère que ce sera pas trop brouillon. Pardonnez-moi si c'est le cas. Mais toujours est-il que le but de cette présentation, ça va être de vous présenter un petit peu comment fabriquer le robot, mais orienté machine à utiliser, méthode à utiliser. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un tutoriel pas à pas, comment monter une roue, comment monter une base, ou comment même faire une bonne conception de votre robot. Ça pourrait être l'objet d'une conférence à part entière. De la même manière, je ne vais pas aller trop en détail sur l'utilisation des machines, parce que la plupart sont déjà assez différentes. Et puis, surtout, chacune a ses spécificités. Donc, je vais juste vous donner quelques caractéristiques principales de ces machines. Et après, ce sera à vous, machine par machine, de vous renseigner. Donc, on va faire un petit tour sur, déjà, du coup, la généralité de la fabrication du robot. On passera ensuite sur tout ce qui va être imprimante 3D, découpeuse laser, thermoformage et pliage, les moulages et les collages. On fera une petite digression sur les CNC 2,5 axes et les usinages conventionnels. Et on reviendra assez rapidement sur l'usinage à la main, qui est de fait beaucoup plus accessible. Et on terminera avec un petit chapitre sur comment faire l'intégration dans votre robot, ajuster les pièces entre elles, pour que tout ça rentre dans le périmètre autorisé à la fin de l'histoire. Donc ça, c'est la slide où il y a le plus de texte. Ce sera plus imagé pour les suivantes. Mais fabriquer un robot, comment? Bon, déjà, le premier point de départ, c'est même au niveau du brainstorming au début d'année, il faut le plus vite possible évaluer les moyens dont vous disposez, ceux que vous avez déjà dans votre association ou votre équipe, et sur lesquels vous avez peut-être besoin de vous former avant de pouvoir vraiment savoir si vous allez pouvoir les utiliser dans l'année. Ceux que vous êtes prêts à investir au cours de l'année, donc ça va prendre dans le cadre de l'évaluation de votre budget, et ça peut inclure des prestations de sous-traitance pour certaines pièces, on y reviendra un peu plus tard. Les machines que vous prévoyez d'acquérir, mais là pareil, donc je mélange un peu les deux phrases, mais l'idée c'est que si vous prévoyez de les acquérir, il ne suffit pas de poser le billet sur la table, de recevoir la machine et de commencer à l'utiliser. Prévoyez un temps de formation, un temps de réglage éventuellement pour certaines machines. Et du coup, ça réduit le temps que vous avez pour faire réellement votre robot. Globalement, votre robot, vous l'avez vu dans la présentation précédente, c'est pas juste une pièce ou deux, c'est un assemblage avec beaucoup de pièces. Elles doivent réussir à tomber bien entre elles, etc. Donc, si vous êtes bon en conception, si vous avez le petit truc pour le faire, instinctivement, vous allez réussir à bien les ajuster. Mais n'hésitez pas, surtout quand vous commencez, à utiliser un maximum de pièces du commerce pour le faire. Déjà parce que vous économisez le temps de le concevoir et de le fabriquer. Et puis ensuite parce que si les documentations sont bien faites, vous pouvez, avant même de les avoir achetées, anticiper la façon dont elles vont fonctionner entre elles. Si vous achetez un moteur avec un axe qui a une sortie en diamètre 6 et que vous achetez à côté une roue qui est spécifiée par le fabricant avec un diamètre de 6, sauf mauvaise surprise, qui peut arriver bien évidemment, ça fait partie de l'intégration, on est arrivé à la fin, vous pourrez les monter ensemble. Et vous n'aurez pas besoin de toucher un logiciel de CAO. Bon, même si c'est recommandé de modéliser pour, avant de l'acheter, s'assurer que ça rentre dans le robot. CF, la conférence des bons conseils de l'équipe VRAC d'hier soir. Oui. Au niveau de la réalisation, n'hésitez pas, avant d'acheter des pièces dans le commerce ou même de concevoir les pièces finales de votre robot, de faire
des petits bouts du robot, des prototypes, voire même des preuves de concept. Ça, c'est plus au niveau de la phase de brainstorming. Mais utilisez à bon escient ces phases-là, parce que de toute façon, vous avez besoin de les fabriquer, ces pièces-là. Et tant qu'à faire, autant en profiter pour tester des machines, tester des méthodes de fabrication, voir si ça marche, voir si ça ne marche pas, voir si ça prend du temps, voir si c'est dangereux. Bref, exploitez au maximum chaque opportunité que vous avez l'occasion pour pratiquer, puisque bien fabriquer son robot, ça passe beaucoup par l'expérience de fabrication, l'utilisation de ses mains, l'utilisation de la dextérité. Voilà. Alors, les imprimantes 3D. Donc, ça a été évoqué hier. Donc, il y a des chapitres qui vont faire un peu écho à la présentation de Barbatronic hier sur comment organiser son espace de travail. Et je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Du coup, moi, j'ai préféré me concentrer un petit peu sur quelques petites spécificités des imprimantes 3D plutôt que vous parler des généralités. La raison à ça, elle est très simple. C'est que, comme vous pouvez le lire sur le slide, il y a plusieurs technos, donc différentes approches. Mais surtout, il y a beaucoup de documentation parce que c'est une techno qui est assez populaire. Donc, si vous voulez aller plus en détail là-dessus, ça pourrait aussi faire l'objet d'une conférence à part entière. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet, demandez sur le Discord éventuellement. Ce qu'il faut en retenir en termes de machines que vous pouvez avoir pour vous à votre local, c'est que en termes de prix et possibilités de fabrication qu'elle offre, c'est quand même, à mon avis, une des plus intéressantes qu'on a aujourd'hui, surtout quand on tient compte de la rapidité avec laquelle elles peuvent être mises en œuvre, puisqu'on est à une époque où les machines sont relativement fiables. Moi, personnellement, j'ai une Prusa MK4, j'en suis très content. Si vous n'avez pas, c'est une machine qui est bien, mais un petit peu chère. N'hésitez pas à regarder sur des machines plus abordables. N'oubliez pas que sur les imprimantes 3D, il y a aussi des marchés de l'occasion. Donc, bon, il y a toujours un risque de tomber sur une mauvaise affaire, mais globalement, si vous voulez une bonne machine pour pas trop cher, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil sur le bon coin et à rencontrer la personne avant d'acheter la machine, bien évidemment. Concernant les capacités des imprimantes 3D, globalement, ça vous permet de fabriquer des pièces en plastique avec des dimensions et des formes et des géométries compliquées relativement rapidement, en général en moins d'une journée. Pour peu que vous les modélisez, ça prend en entrée des fichiers 3D qui sont en format STL. Il y a quelques contraintes par le fait que, comme c'est pour la technologie principale, je vais parler du FDM principalement, de la dépose de filaments, vous avez des contraintes sur il ne faut pas que le filament soit imprimé dans le vide. Mais encore une fois, je vous amène à regarder des tutos sur les imprimantes 3D, ils vous expliqueront ça assez bien. Des petits trucs donc, qui sont intéressants avec l'impression 3D, c'est que vous pouvez, une fois que vous avez imprimé vos pièces, on aime bien assembler avec des vis. Et les vis, elles peuvent tenir dans le plastique. On peut avoir l'astuce de faire un petit logement pour mettre un écrou, et puis derrière, du coup, la vis, elle va pouvoir se prendre dedans. Mais une chose qui marche bien, et Barba en a parlé hier, ce sont les inserts en laiton. Donc, vous avez la photo en bas au centre qui montre qu'avec un fer à souder, ou dans mon cas, j'utilise une vis chauffée avec un chalumeau, on peut rentrer des inserts en laiton dans les pièces. Ces inserts, une fois refroidis, vont se prendre dans la matière et vont vous permettre de visser avec une bien meilleure force de rétention les pièces entre elles, tout simplement. Moi, j'aime tester des techniques qui consistaient à mettre aussi d'autres pièces à l'intérieur de mes pièces en impression 3D. Donc la technique, elle est simple, c'est je lance une impression en ayant prévu une cavité à l'intérieur de la pièce. Au moment opportun, avec un réglage dans le slicer, qui est le logiciel qui permet de générer les fichiers de contrôle pour la machine, je mets une pause dans l'impression et je dépose à l'intérieur de ma pièce des éléments. Donc vous avez sur les photos au centre à droite des joints toriques qui ont été installés pour faire étanchéifier une connexion pneumatique. En bas à droite, vous avez une petite lamelle en métal qui m'a permis de faire une zone où j'ai pu aimanter une autre pièce dessus. Et ça, une fois que l'impression reprend, la pièce va être emprisonnée dans la matière et du coup, ça permet de ne pas la perdre d'une part et puis d'avoir une pièce qui tient vraiment bien puisque elle ne peut plus partir. Quand vous faites des impressions 3D, il y a deux trucs qui sont bien, c'est penser à itérer, imprimer pour vérifier les dimensions, pour vérifier une géométrie. Vous avez un exemple avec par exemple la recherche de la bonne forme de dent pour pouvoir utiliser une courroie de type T2.5 sur un pignon en plastique. Donc ça part d'un truc qui est vraiment, on ressemble à rien du tout, les dents sont à peine profondes, à la géométrie qui fait que la dent se prend bien et je peux faire le tour de mon pignon sans que ma courroie saute dedans. N'hésitez pas aussi à tester les limites mécaniques de vos pièces, surtout si vous avez des actionneurs. J'ai déjà vu des robots qui arrivent à la coupe avec des pinces extrêmement fines de 2 mm et qui essaient de prendre des éléments qui sont beaucoup trop lourds. Ça a des chances de casser.
ces personnes-là, peut-être que si en amont elles avaient tordu leurs pièces, puisque ça coûte pas très cher les pièces en plastique, à part du temps et quelques grammes de filament, vous pouvez vous amuser à les casser et ça vous permet de mieux cerner la résistance de vos pièces. Donc vous avez un exemple en haut à droite où j'ai volontairement détruit un bras levier pour voir si je pouvais, avec cette épaisseur de matière, être sûr qu'à la coupe, si mon robot prend un choc, la pièce ne va pas éclater trop vite. Et si jamais vous vous rendez compte que c'est fragile et que votre conception ne vous permet pas d'avoir des pièces plus épaisses, dans ce cas-là, prévoyez du spare, ça ne coûte pas très cher. Mon dernier conseil, c'est n'hésitez pas aussi à tester différents matériaux. Vous avez les PLA sur Amazon, ça ne va pas être les mêmes que les PLA qui sont fournis par des grands fabricants comme Proussa ou Colorfab par exemple, Ninja Flex pour des filaments flexibles. Bref, prenez le temps de tester quelques bobines, ça fait jamais de mal d'être sûr de son matériau, et puis surtout votre machine va peut-être pas réagir pareil en fonction de celui que vous allez choisir. Concernant la découpe laser, une autre machine abordée par Barbatronic, alors déjà ça vous permet de faire de la découpe de plaques en carton, du bois, du plastique, éventuellement du cuir ou des tissus, mais ça c'est un peu plus exotique. Vous pouvez faire des gravures, ce qui permet d'avoir voilà, des parties opaques sur une plaque en PMMA qui normalement est translucide. Faites juste attention avec le choix des matériaux, ce n'est pas des machines qui sont à prendre à la légère, hein, Barba l'a évoqué hier, mais tous les matériaux ne passent pas dedans, tous les plastiques ne passent pas dedans. Donc vous avez par exemple un exemple avec la photo au centre à droite où on a eu la surprise dans mon équipe un jour, on met la plaque, on veut découper une pièce et on se rend compte, vous voyez la pièce toute noire en bas à droite en bas à gauche de la plaque. Et si vous lisez le texte à l'envers, en fait c'est marqué UV résistante. Donc en fait le laser c'est un faisceau lumineux qui est à base d'UV et nous on a mis une plaque qui résiste aux UV. Autrement dit ça n'a pas découpé. Donc on a dû balancer la plaque pour faire autre chose. Toujours est-il que là on était devant, enfin Mehdi était devant, on a arrêté la machine avant que ça prenne feu, mais c'est le genre de choses où il peut y avoir des départs d'incendie, et ça c'est particulièrement dangereux. Donc ne le faites pas, n'utilisez pas ces machines-là si vous n'avez pas pris le temps de vous renseigner un minimum dessus avant. En termes de fichiers d'entrée, hein, c'est contrairement aux imprimantes 3D, c'est en général du fichier 2D, sachant que quand vous avez des gravures à faire, il va aussi y avoir des histoires de couleurs, je crois, ça dépend des logiciels, mais ça c'est plutôt Mehdi qui pourra en parler pour le coup, c'est mon opérateur laser dans l'équipe Goldorak. Et dans les autres découpes qui sont un petit peu similaires au laser, mais que vous aurez vraisemblablement pas chez vous, ça va être les machines qui permettent de découper en 2D. Donc vous avez les machines en découpe jet d'eau. En fait, on dit jet d'eau, mais c'est plus un jet d'eau plus sable. C'est des grosses machines industrielles qu'on n'a pas chez soi en général. Hein. Par contre, ça permet de découper du métal et plein de matériaux, y compris du verre, si je ne dis pas de bêtises, qui sont quand même assez sympas. Vous avez aussi des découpes au plasma. Donc là, ça va être de l'arc électrique, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais non, c'est l'électro-érosion que c'est en arc électrique. Enfin bref, plasma, je ne maîtrise pas, on n'en a jamais fait. Mais je sais que ça existe chez des sous-traitants. Il y a notamment. D'accord, c'est ça. Sous gaz, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc il y a des équipes qui le font. Nous, on ne l'a pas encore fait. Vous avez des prestataires qui le font. Pour ce qui est des coupes de tôle, nous, par exemple, on a déjà fait appel à tôlerie.io qui nous a sponsorisé une année. Bon, bah, si RCVA le dit, c'est que ça doit être vrai. Hein. Bon, et même conseil que pour les imprimantes 3D, n'hésitez pas à faire des tests. Vous voyez en haut à droite, on a fait des tests pour trouver la bonne forme qui permettait de connecter directement dans une plaque en MDF, un type de bois, le pignon de sortie d'un servomoteur. Et du coup, sur la plaquette numéro 2, troisième ligne, deuxième essai, on a trouvé la bonne dimension et du coup derrière on a pu répéter ça pour éviter des assemblages compliqués. Vous avez aussi, lorsque vous avez découpé votre plaque en plexi, la possibilité de faire du thermoformage. Donc vous avez des machines pour ça qui sont comme celle en haut à droite. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire comme nous dans l'exemple qui est en bas à droite. Vous mettez votre plaque sur le bord d'une table, vous protégez les parties qui sont sensibles à la chaleur et vous y allez au décapeur thermique. Éventuellement un petit peu de finition de stress relief avec un pistolet à air chaud. Ça donne des résultats qui sont tout à fait convenables. Gardez juste à l'esprit qu'au niveau des plis, sur le plastique qui est plié comme ça, c'est un peu plus fragile, donc notamment il faut éviter de recevoir des chocs parce que ça peut casser assez vite.
Il y a aussi l'option, si vraiment vous avez une toute petite zone à déformer, vous pouvez utiliser un briquet chalumeau. Donc ça, je vous ai mis celui que j'utilise en bas à gauche. Ça ne sert pas que à ça, hein. Je l'utilise pour les inserts en laiton, je l'ai dit, je l'utilise pour déformer du plexi, ça peut servir à terminer bout de corde. Donc ça fait partie des petits outils qui sont pas chers et que je vois quasiment aucune équipe avoir que je conseille, parce que ça dépanne bien, c'est vraiment tout petit et ça permet de chauffer localement très fort. Là pour plier du plastique, dans d'autres cas, à voir, hein. Who knows. Faut juste pas se brûler avec. Et dans les machines qui sont dérivées du thermoformage et du pliage, vous avez aussi, alors là c'est plus dédié à la tôle, des massicots pour couper des fines couches de tôle, donc plus ouais, des feuillards de tôle. Ça dépend du massicot, hein. Certains peuvent couper des épaisseurs assez conséquentes, mais bon, ils sont assez gros aussi, donc il y a peu de chances que vous en ayez chez vous. Et vous avez aussi en bleu en bas une plieuse à tôle, donc là ça permet de donner des formes. J'ai pas retrouvé à temps la photo, mais on a déjà fait du pli de tôle chez Goldorak. Après, si vous n'avez pas ces deux machines-là et que vous avez juste une toute petite zone à tordre, vous pouvez aussi prendre votre tôle dans l'étau et avec une plaque en bois par exemple, pour être bien droit, plier à la main si votre tôle n'est pas trop épaisse. Il y a aussi des rouleuses si vous avez besoin de cintrer, mais c'est encore une autre méthode. Voilà. Mais 500 euros, ça peut être beaucoup pour un budget d'équipe pour le peu de pièces que ça a besoin. Bah, allez chez Dos pour le faire si vous en avez. Les moulages et les collages, encore une fois, alors là on commence à arriver dans les méthodes d'assemblage qui sont moins courantes à la coupe, mais qui a quand même pas mal d'équipes qui en font. Alors la première idée qui nous vient à l'esprit quand on parle de moulage, c'est la gomme des roues. Donc vous avez des photos de nos roues qu'on avait fait faire par une entreprise. Donc nous on était passé par une sous-traitance, mais il y a des équipes qui le font eux-mêmes. Vous pouvez acheter chez Smoothon, je crois, des lots de résines bicomposants, qui sont des résines en général polyuréthane, dont vous spécifiez la dureté et qui vous permettent, après que vous ayez imprimé en 3D ou fait usiner un moule en CNC, de couler vos propres roues, par exemple. Donc ça peut avoir un intérêt si vous avez des formes un peu atypiques ou que vous avez une jante que vous voulez réutiliser. La jante étant la partie ici en aluminium dans notre cas, euh, à vous de voir. C'est pas que pour les roues. Vous avez un exemple en haut à droite où pour le règlement 2017, on avait voulu faire des patins adhérents et donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a imprimé des pièces en 3D et avec un moule lui aussi imprimé en 3D, on a surmoulé une résine polyuréthane pour pouvoir faire des sortes de coussinets directement sur les pièces. Euh, alors, on pourrait se dire que l'impression 3D des deux côtés, ça va coller. En fait, quand vous faites un moulage, vous avez un agent de démoulage que vous faites sur votre moule et en fait, ça va éviter que la résine, au moment où elle durcit, ne colle et n'adhère à la surface du moule. N'oubliez pas de le faire, sinon votre pièce est fichue, hein. Pareil, si jamais vous êtes intéressé par cette technique, la société Smoothon, du coup, qui vend les résines, a aussi des bons tutos sur leur site pour vous expliquer comment faire. Sans être dans du moulage à base de bicomposants, il y a aussi le célèbre et très amical pistocol, qui est un bon moyen de réparer rapidement son robot ou de tenir en place quelque chose quand on n'a pas le temps de faire une structure pour le tenir, même si en termes mécaniques, la tenue, bien évidemment, est sans commune mesure avec une fixation par exemple par vis. Mais ça peut bien dépanner et puis notamment pendant les phases de prototypage, ça permet d'aller très vite. Donc le principe c'est très simple, vous avez un bâton euh, qui est un bâton de colle que le pistolet qui chauffe va faire fondre et avec une gâchette vous pouvez déposer un filin de colle euh, soit sur la longueur, soit faire un gros blob pour tenir quelque chose dedans et quand vous le laissez refroidir, bah, la colle va redurcir de nouveau et ça maintient votre pièce en position. Si on imagine ce concept-là passer sur les métaux, il y a certaines équipes, dont nous, qui font de la fonderie. Donc là, en l'occurrence, c'était de la fonderie de plomb. Donc attention les vapeurs, hein, ça ne se voit pas trop sur la photo, mais il y a une grosse aspiration au-dessus. C'est un peu compliqué, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais voilà, sachez que ça existe, ça nous a permis de faire des lestes que vous voyez en bas au centre de forme personnalisée. Et ça, c'est des pièces qui ne sont pas si courantes que ça à la coupe. Et enfin, il y a les scotch. Donc tout ce qui est scotch, il y a un grand domaine là-dessus.
Vous avez une page Wikipédia qui vous décrit plein de types de scotch différents. Vous connaissez tous le scotch de bureau, éventuellement le duct tape, mais il y en a d'autres. Vous avez des scotch qui vont être des mousses, déjà, ça vous permet de faire des ajustements entre des pièces, mousse simple face ou double face. Vous avez des scotch tissés fibre de verre, éventuellement recouverts de PTFE, ce qui est une matière qui adhère pas du tout, donc ça vous permet de faire glisser des pièces les unes sur les autres. C'est un scotch dont on est assez fan parce que quand il y a un peu de la friction dans un mécanisme, bah, ça peut sauver le mécanisme. Vous avez des scotch qui sont dédiés à la protection électrique. J'ai parlé hier dans la formation soudure du Kapton, par exemple, qui est un scotch très très fin. Vous avez les scotch double face, etc., etc. Donc il y a vraiment une grande variété de scotch. Prenez le temps de les découvrir un petit peu via les pages web de Wikipédia, entre autres, parce que pour qu'un scotch soit efficace, il faut choisir le bon scotch. Et du coup, si vous avez un doute, même demandez sur le Discord. On a pas mal de références qui peuvent être salvatrices. Alors on revient sur les usinages métaux avec les CNC 2,5 axes qui était la CNC favorite des équipes de la Coupe et qui l'est encore globalement pour ce qui est du travail du métal qu'on fait directement soi-même. Alors ce sont des machines qui permettent d'usiner des plaques de métal voire de plastique PMMA, hein, donc si on n'a pas de découpeuse laser par exemple, qui utilise le principe d'une fraise. Donc c'est comme une mèche pour une perceuse, sauf que ça coupe sur le côté. Et en fait, cette fraise est montée sur pas une perceuse, mais du fait une broche, on appelle ça une broche qui tourne. Et cette broche est déplacée sur deux axes, en XY et en verticale, mais elle peut arriver que par le dessus, sur une surface d'usinage qu'on appelle le martyr, sur laquelle vous avez fixé votre plaque qui est usinée. Et en fait, on va pouvoir détourer des plaques, creuser des poches, donc des cavités non débouchantes dessus, qui d'un coup permettent de travailler le métal. Alors pas des métals forcément très très durs sur les machines d'entrée de gamme, parce que plus le métal est dur, plus il faut que la machine soit rigide et que la broche ait de la puissance. Il y a plein de problématiques qui tournent autour de cette machine, qui sont les vitesses d'avance, vitesse de coupe, tout ce qui va aussi refroidissement, parce que la coupe génère de la chaleur, il faut que les bridages soient suffisants, il faut que vous ayez bien pris vos références de mèche, parce qu'à chaque fois que vous l'installez, elle peut se retrouver à des endroits différents. Donc il y a des machines qui sont plus ou moins automatisées pour ça, ça dépend du type de machine que vous avez. Mais ça peut être une machine intéressante à avoir si vous commencez à être sérieux en termes d'usinage et que vous voulez commencer à introduire du métal sans aller chercher de la sous-traitance. La sous-traitance marche bien, c'est-à-dire que nous, il y a des années, on fait notre plaque nous-mêmes avec la CNC qu'on a à notre local, et il y a d'autres années, on préfère passer par de la sous-traitance parce que soit on n'a pas le temps, soit on a le budget, soit les plaques sont trop compliquées pour notre machine. Voilà. Mais vous avez deux exemples en bas à gauche. Bon, déjà, il y a la plaque de base du robot qu'on reconnaît qui est encore fixée sur son martyr, où on voit le détourage de la plaque. Et il y a un autre exemple juste à gauche, où là, on a une pièce où on a fait des petits rebords pour pouvoir avoir une rétention de la pièce par des roulements à collerette, donc qui ont un petit rebord. Et ça a permis d'avoir en fait une pièce métallique qui peut coulisser alors qu'il n'y a pas de guidage particulier outre la pièce en elle-même. Et c'est les trois roulements qui l'encadrent. Sachez que pour les CNC, il y a plein de tailles différentes, hein, plus c'est grand, plus c'est cher, enfin classique. Et il y en a qui sont très grandes et qui peuvent être utilisées pour le bois aussi. Enfin, vous pouvez faire du bois sur les petites, mais le bois est très salissant par rapport au métal, je trouve. Donc il faut les systèmes de dégagement de copeaux adéquats sur ces grandes machines-là. Au-delà des CNC 2,5 axes, vous avez plein de machines d'usinage conventionnel. Donc ça, c'est des machines qui sont en général beaucoup plus lourdes, qu'on peut retrouver dans des ateliers qui sont assez fournis, qui sont assez chers. Mais elles ont l'avantage de pouvoir travailler des métaux beaucoup plus durs, donc on peut aller sur de l'acier. Par contre, ce sont des machines qui sont beaucoup plus dangereuses et qui nécessitent pour le coup une vraie formation sur la machine. Donc, il ne faut pas s'improviser tourneur-fraiseur si on n'a pas les heures de formation qui vont derrière. Ça peut être vraiment, vraiment dangereux. Vraiment dangereux veut dire mort, hein, si ce n'était pas clair. Pour cela, nous, on préfère, même si on en a un certain nombre, faire souvent appel à la sous-traitance ou à des personnes qui ont l'habitude de travailler avec ces machines-là. Vous avez donc un exemple en haut à droite de perceuse-fraiseuse. Quand on revient tout en bas à gauche, vous avez une fraiseuse qui, elle, est aussi numérique. Elle a sa console de contrôle à droite de la personne en bleu.
Vous avez un tour d'usinage qui permet de faire des pièces circulaires, comme celles qu'on voit au milieu de la slide, qui sont des pièces de notre robot. Vous avez la perceuse à colonne, ça va, c'est pas trop dangereux et c'est quand même très pratique. Ça vous permet de percer droit vos pièces si vous avez besoin d'en faire, parce que les perceuses à main de l'électroportatif classique, c'est sympa, mais difficile de garder la main bien droite quand ça perce. Donc ça peut être un investissement intéressant. Il y en a des pas très chers en entrée de gamme qui peuvent déjà améliorer la qualité de vos usinages. Euh, on a aussi donc, la fraiseuse manuelle nous on a utilisée. Vous avez un exemple d'une des pièces qu'on fait tout en bas à droite, où là on a utilisé cette fraiseuse là pour faire un petit méplat sur une tige circulaire et percer un trou par exemple. Euh, Dans les grands modèles, il y a celle que vous pouvez voir quand vous allez acheter du bois chez Leroy Merlin, c'est les grandes scies à panneaux, donc c'est la photo au centre en haut. Ça c'est vraiment pour découper des panneaux, hein. C'est pas pour faire de la petite, des petits contours, des petites features. Et puis à côté de ces machines qui permettent d'enlever de la matière, vous avez une machine qui permet de la tenir ou de la déformer. Donc tenir, bah, il y a les étaux. Ça par contre c'est pas très difficile d'en avoir un et je vous conseille d'avoir un étau qui est bien fixé sur un établi dans votre local. Ça vous permet quand vous avez besoin de travailler sur une pièce qu'elle ne bouge pas. C'est quand même un prérequis si vous voulez être un minimum précis. Alors il y a plein de types d'étaux, hein, mais prenez pas les premiers prix si vous pouvez éviter. C'est pas un mauvais investissement que d'avoir un étau qui tient bien vos pièces et de préférence fixé à l'établi. Euh, Après, en termes de presse, bah, justement, un étau qui est de bonne qualité pourra vous faire une petite presse pour quelques petites opérations. Après, par exemple, nous, on en a une plus grosse, donc vous avez la FOG 50 tonnes. 50 tonnes, ça veut dire qu'on peut mettre 50 tonnes de pression sur un point pour faire rentrer une pièce dans une autre ou la déformer. C'est quand même assez violent. Euh, Ensuite, on arrive au fameux usinage à main. Donc ça, c'est ce que vous allez faire normalement la plupart du temps. Euh, L'avantage, c'est que c'est vraiment pas cher, parce que ça utilise que vos mains et des outils qui sont relativement pas onéreux. À commencer par tout ce qui est électroportatif grand public, donc vous connaissez généralement la perceuse, la scie sauteuse pour découper les planches en bois ou même certaines plaques en aluminium, disqueuses ponceuses qui vont être des méthodes d'abrasion pour retirer de la matière, donc ça va être utilisé notamment dans le cadre de l'ajustement, ou quand vous travaillez des matières trop dures pour les trucs conventionnels, par exemple de l'acier trempé. Et puis un compagnon que vous pouvez facilement emmener à la coupe et donc qu'il est judicieux d'avoir, c'est la Dremel. Alors ça fait pas tout, mais c'est quand même un outil assez versatile parce qu'en fait c'est une sorte de mini perceuse. Donc vous pouvez faire des petits trous avec. Vous pouvez mettre dessus des petites fraises qui vont pouvoir creuser un peu la matière ou couper des petites sections avec des disques que vous montez dessus. Vous pouvez mettre des têtes à base de papier de verre, pareil, qui vous permettent d'ajuster la matière pour poncer un peu localement. Et c'est pas très cher. Donc il y a plein d'outils. Donc jetez-y un œil si vous êtes en train de vous équiper, ça peut être intéressant. Globalement, sur les méthodes d'usinage à la main, il y a plein de façons de faire pour manipuler le métal, manipuler le plastique. J'en ai couvert avec certains outils avant, mais gardez à l'esprit que si vous voulez fabriquer un robot de façon assez précise, déjà vous avez besoin de vous faire des plans pour savoir ce que vous fabriquez, parce que quand vous arrivez sur une pièce, soit vous êtes en prototypage et vous ajustez à peu près à l'œil et ça ira bien, soit vous êtes en train de suivre votre CAO et dans ce cas-là, sortez un plan ou au moins une vue à l'échelle de votre pièce. Ça peut vous aider. Donc, par exemple, vous avez un exemple en bas à droite où j'avais besoin de modifier une plaque en aluminium pour faire une encoche arrondie à l'avant. J'ai imprimé une vue 2D en noir et blanc de ma plaque avec la forme modifiée à l'échelle et je l'ai collé avec juste de la colle UU sur la plaque et ça m'a permis en fait d'avoir à l'échelle la modification sous les yeux pendant que j'étais en train d'usiner, donc c'est beaucoup plus facile d'ajuster et d'être précis dans la modification. De la même manière, si jamais vous êtes amené à faire plusieurs fois la même pièce, tout simplement parce que, par exemple, dans l'exemple en haut à droite, on a besoin d'une lamelle ressort, vous avez besoin de 10 lamelles ressort, ça peut valoir le coup de vous faire un petit setup pour tout simplement être répétable. Donc là, vous avez l'exemple de la pièce finish dans la partie blanche, et on voit en fait en haut, il y a deux tiges métalliques et parce que pourquoi pas une bande de six cloches qui en fait suit la forme. On devine un peu que la pièce peut s'insérer dans cette place-là. Et en fait, c'est un dispositif de pliage qui nous permet d'avoir toujours les mêmes angles
pour mettre en forme cette pièce-là. Et vous avez un deuxième exemple en bas à droite, en bas à gauche, pardon, où là on a besoin de percer de façon répétable une bande de métal qui se trouve être en acier trempé en plus, en acier bleui, pardon. Et du coup, on lui a fait un petit setup où, avec des petits taquets, on va la maintenir en position, les vis la maintiennent plaquée, et sans bouger notre plaque, une fois qu'on a positionné notre emplacement de perçage souhaité, puisque la plaque est prise dans un étau, hein, je ne sais pas si ça se voit, mais on voit en bas et en haut les morts de l'étau, on peut percer de façon répétable notre plaque, et du coup, on a toujours la même pièce, malgré les usages successifs avec. Globalement, c'est la partie où justement quand vous manipulez, quand vous essayez de faire vos pièces, si vous en avez déjà fait avant, bah, vous saurez comment faire. Si vous ne savez pas comment faire, regardez un petit peu sur internet comment par exemple on va faire un bon perçage, comment choisir la taille d'un forêt, comment choisir la bonne lime. Et en parlant de la lime, normalement on arrive au petit assemblage, ajustement et intégration, et c'est à ce moment-là que la lime entre en jeu normalement, pour typiquement enlever un petit peu de matière là où vous en avez mis un peu trop. Donc si vous devez concevoir votre robot, vaut mieux mettre un peu trop de matière dans votre CAO à un endroit où vous n'êtes pas sûr que d'en avoir pas assez. Parce que la lime, ça existe, la lime à épaissir, c'est une chimère. Vous ne pourrez pas facilement rajouter de la matière. Donc prenez un petit peu de marge plutôt positive que négative quand vous faites vos assemblages, vos conceptions, vos fabrications de pièces. Ça vous évitera de mettre des rondelles de partout, parce que les rondelles, une fois que vous démontez le robot, les rondelles elles vont se barrer, elles ne vont pas rester en place, puisqu'elles ne font pas partie de la pièce que vous êtes en train de démonter ou de remonter justement. Donc je disais en début qu'on utilise de la visserie pour le bien de tous. Je vous recommande d'utiliser, si votre budget le permet, de la vis en tête Torx. À défaut, vous pouvez prendre du scipan, mais évitez les vis à tête plate, parce que le tournevis ne fait que glisser en dehors, ou les vis cruciformes, qui ont quand même une fâcheuse tendance à s'abîmer quand on visse des vis, parce que n'oubliez pas que votre robot il va pas forcément marcher bien du premier coup, et du coup à force de visser et dévisser, les têtes vont s'user, et si à un moment elle sort plus, vous êtes très embêté parce que vous ne pouvez plus démonter le robot. Et ça tombe mal, vous avez votre match dans 10 minutes, donc c'est plutôt un scénario à éviter. Vis, vous pouvez prendre de la tête bombée, de la tête fraisée, de la tête cylindrique. Il y a plein de types, ça je vous laisse regarder sur les sites de vendeurs de vis. Mais globalement, toutes se valent, il n'y a pas de mauvaise tête. Les fraisées, ça permet avec le forêt que vous avez à côté du petit flacon, à droite du flacon rouge en bas, vous pouvez faire ce qu'on appelle des trous fraisés dans lesquels la tête de vis va pouvoir être flush, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dépasser de la surface. Ça, c'est pratique si vous voulez faire par exemple les capots du robot. Ça évite d'avoir des têtes de vis qui dépassent des capots. Par contre, ça demande un petit peu plus d'usinage. En termes de visserie, évitez de casser vos tournevis. Vous avez l'illustration parfaite en haut à droite. La raison est très simple. Ce tournevis est un tournevis cruciforme. Il n'avait pas le droit d'exister, nous l'avons donc cassé. Blague à part, je ne sais pas comment on a réussi à le casser. Je vous recommande néanmoins des tournevis avec des tiges assez longues, comme celui qui est au centre. Ce sont des tournevis qui sont souvent utilisés dans le modélisme. Et même s'ils ne sont pas forcément les plus qualitatifs, ils ont l'avantage du coup de ne pas être très chers, et surtout leur tige est longue, ce qui vous permet d'accéder à des vis qui seraient éventuellement loin dans votre robot, parce que c'est un autre élément dont je n'ai pas parlé plus tôt mais qui peut être pas mal, c'est que dans la conception de votre robot, partez du principe que vous n'aurez pas toujours le temps de tout démonter pour accéder à là où vous devez corriger ou resserrer une vis. Donc si vous pouvez y accéder par le plus à l'extérieur possible de votre robot, ça peut vous faire gagner un temps précieux pendant les phases d'intermatch. En termes de visserie toujours, j'ai parlé de comment gérer le côté où il y a la tête. Le côté où il n'y a pas la tête, si vous êtes dans du métal, il faut savoir maîtriser l'opération de taraudage. Donc l'opération de taraudage, c'est l'image qui est en bas à droite. Ça consiste tout simplement en partant d'un trou qui va être d'une taille qui est définie. Par exemple, quand vous faites de la visserie M3, ça va être un trou qui a été percé en 2,5 de diamètre. Ça va consister avec un outil qui s'appelle un tarot, qui est une sorte de fraise spécifique pour faire former le filet de la vis. Ça vous permet du coup de creuser les sillons où la vis va pouvoir se prendre. Alors c'est une petite opération, encore une fois, où vous pouvez trouver pas mal d'infos sur internet, mais faites juste attention à un truc. Il y a une chose que les tarots adorent faire et qui vont beaucoup vous embêter, c'est casser dans la matière.
et ça peut rendre votre pièce complètement caduque. Donc n'hésitez pas à lubrifier, à revenir en arrière pour chasser le copeau, quitte à sortir complètement le tarot pour le nettoyer à mi-chemin si jamais vous avez un doute. Et dans la mesure du possible, privilégiez des trous débouchants pour que le copeau, pas le capot, le copeau puisse tomber de l'autre côté du trou, ça réduira le risque. Et puis, dans la mesure du possible, ne faites pas ça dans des matières trop dures, surtout si vous avez tendance à dévier, parce que c'est aussi ça qui va casser, donc il faut réussir à être bien droit. Maîtriser la force que vous mettez dedans par rapport à la taille du tarot que vous utilisez. Hein. Si vous utilisez un tarot M3, il n'y aura pas forcément beaucoup de bras de levier à mettre sur la clé à tarot, qui est la sorte de T qu'on voit sur la photo. Évitez d'être trop bourrin, sinon vous êtes garanti de casser votre tarot très vite. Au niveau de la visserie, maintenant que vous avez votre trou qui est fileté, que vous avez votre trou pour la tête qui convient bien, un autre conseil que je peux donner, c'est si vous avez dans votre robot des assemblages qui n'ont pas vocation à être démontés trop souvent, ou qui au contraire vont devoir être démontés mais sont dans des zones qui bougent beaucoup, par exemple une vis qui tient le palonnier d'un servomoteur, n'hésitez pas non plus à utiliser un petit peu de frein filet. Alors pas du frein filet permanent, mais là par exemple il y a la Loctite 243, mais vous en avez plein d'autres qui sont disponibles simplement en magasin de bricolage. Une petite goutte sur le filet avant de mettre la vis, en fait ça va aider la vis à ne pas se desserrer toute seule dans son logement, et du coup ça vous évite la surprise d'avoir un actionneur qui tombe de votre robot pendant le match. C'est déjà arrivé, c'est pas drôle, parce que le robot lui ne sait pas qu'il y a une vis qui est tombée, hein. Vous n'avez pas de capteur pour détecter ça, et en général ça peut mal se finir pour lui. J'ai parlé de la lime avant, j'ai oublié d'évoquer le grattoir, hein. Vous voyez un exemple sur la photo au centre à droite où j'utilise un scalpel pour gratter un petit peu de matière parce qu'il y avait une cote qui n'était pas trop respectée sur ma jante en aluminium. Bon, c'est un peu bricolage, mais bon, finalement faire des robots c'est beaucoup de bricolage, et du coup ça peut marcher. Donc ce que je conseille, c'est d'avoir un scalpel que vous gardez bien propre. Alors après il y a des ébavureurs aussi qui sont des outils vraiment dédiés pour enlever un petit peu de matière, mais ils le sont pour enlever la matière sur les angles et les arêtes des pièces. Pas forcément adapté dans l'exemple que je donne là. Donc ça c'est juste un cas que j'ai rencontré. Après il y a plein de façons d'utiliser ça. Mais ça marche étonnamment bien, notamment pour ajouter des pièces en impression 3D. Parce que les pièces en impression 3D, si vous utilisez une lime dessus, la lime elle va chauffer la pièce très vite par friction, et votre pièce, vous allez juste essayer de bouger du plastique fondu, ça va vous faire un état de surface absolument horrible. Par contre, si vous utilisez un grattoir où, de fait que vous allez avoir un intervalle entre chaque enlèvement de matière et que vous enlevez la matière très peu à chaque fois, ça va quasiment pas chauffer, et vous pouvez par exemple rendre lisse le dessus d'une pièce qui aurait des petites aspérités assez facilement, ou rattraper les quelques dixièmes qui vous manquent sur une pièce en impression 3D. Et pour pouvoir contrôler tout ça, au niveau de l'assemblage, vous pouvez utiliser deux outils de mesure qui sont assez utiles. Les jauges d'épaisseur qui vous permettent de vérifier qu'il y a l'espace suffisant entre deux pièces, si jamais vous avez besoin par exemple qu'il y a un mouvement entre ces deux pièces. Donc c'est des petites lamelles de métal de différentes épaisseurs, et vous vérifiez juste en allant de la plus petite à la plus grosse jusqu'à combien vous pouvez monter, et vous regardez l'épaisseur que la dernière lamelle a réussi à s'insérer, et ça vous donne l'épaisseur que vous avez entre deux pièces. Et là, ça c'est pour une dimension entre deux pièces, et quand vous voulez après mesurer une dimension extérieure de pièces, vous avez le pied à coulisses. Donc ça aussi c'est un must-have, parce que ça vous permet de faire toutes les itérations dont je parlais avant, tant sur la laser que sur l'impression 3D, où vous pouvez mesurer après fabrication vos pièces et faire un minimum de métrologie. Ça vous permet de savoir si vous n'êtes pas en train de partir complètement dans la mauvaise direction. Donc ça, c'est un instrument qui vous permet de mesurer entre les deux morts la distance qui s'affiche sur l'écran, sachant que ça peut aussi être utilisé avec son extrémité à droite sur la photo. Il y a une tige qui sort qui vous permet de mesurer par exemple la profondeur d'un trou. Et pour les morts qui sont supérieurs, merci, c'est super, j'ai quelqu'un qui me montre même. Hop, quelqu'un qui vient avec son atelier. Donc, voilà, j'attends. Donc ici, vous pouvez mesurer, là je mesure la largeur de mon doigt. Ça doit être un petit sur le truc, donc n'hésite pas à bien zoomer. Voilà. Donc là, je mesure la largeur de mon doigt. Là, ici, je vais pouvoir mesurer l'espace qui est entre mes deux doigts. Et comme ça, ici, je peux mesurer... hop. Je peux mesurer la profondeur de mon doigt. Enfin, la longueur de mon doigt, pardon.
Vous avez aussi, et c'est pas trop connu, si jamais je veux mesurer une marche, je peux aussi me mettre comme ça et mesurer par rapport à la surface qui est en dessous ici. Voilà. Ça, c'est les quatre façons simples dont vous pouvez mesurer quelque chose avec un pied à coulisse. Donc, pour 4 mesures, pour un seul instrument, ça vaut le coup d'en avoir un. Voilà. Merci Zeus. Hop. Et on arrive tranquillement sur la fin de la présentation. J'ai juste sur cette slide aussi à évoquer rapidement la décoration et la peinture. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect esthétique de votre robot. Barba a évoqué la découpeuse vinyle hier, j'en ai pas reparlé ici, mais grosso modo, hein, c'est un plotter 2D qui permet de découper un film vinyle adhésif. Et avec le motif de votre choix, vous pouvez ensuite l'appliquer sur les capots de votre robot ou sur des pièces imprimées en 3D, même si ça se tient un peu moins bien parce que ça aime bien les surfaces bien lisses pour tenir. Éventuellement avec l'utilisation ce qu'on appelle un film de transfert, mais ça c'est un petit peu plus spécifique à la machine, donc je ne vais pas trop m'étendre sur la question. En conclusion, quand vous travaillez sur votre robot et sur vos pièces avec toutes les machines que j'ai évoquées, protégez-vous au maximum avec des EPI si jamais vous avez le moindre doute. Et même si vous n'en avez pas, il y a certaines, il ne faut même pas se poser la question. Vous travaillez avec une fraiseuse, vous avez des lunettes, vous avez une blouse de travail, enfin vous protégez un minimum, sinon bobo. Donc typiquement, ne suivez pas mon exemple. La première année où j'ai fait mon robot, de faire vos perçages en costard, sans aucune lunette, sans aucune protection ni rien, ce n'est pas comme ça qu'on fabrique un robot. Surtout avec un fourré aussi gros, puisque plus le fourré est gros, plus ça risque de partir en toupie. Quand vous fabriquez vos pièces, si vous vous rendez compte à la fin que ça a été un calvaire infernal, peut-être que vous y êtes soit mal pris, soit que vous avez utilisé le mauvais outil. Et du coup, si vous en avez d'autres à faire, posez-vous la question de voir si vous n'avez pas besoin d'un autre appareil pour faire vos pièces. Hein. Et auquel cas, peut-être l'acheter. Ça pourra soit vous éviter des blessures, soit vous éviter de perdre beaucoup de temps pour un résultat qui ne vous satisfera pas. Globalement, c'est intéressant en tant que projet de faire soi-même les usinages. Après, votre temps est limité, comme celui de cette présentation qui dépasse un petit peu. N'hésitez pas à faire... Quoi ? Oui, bah, j'ai pas évoqué la façon de construire le robot. Hein. Je parle de la méthodologie pour fabriquer les pièces du robot. Mais oui, il y a des techniques de pièces du commerce, profilées aluminium, en est un exemple, qui permettent de gagner un peu de temps dans la fabrication. Donc, n'hésitez pas en termes de fabrication, si jamais ça devient trop juste pour vous ou trop compliqué, de faire appel à la sous-traitance. Hein, même les bonnes équipes en font. Même si la sous-traitance, ce n'est pas forcément quelqu'un que vous payez, ça peut aussi demander de l'aide à une personne qui a la bonne machine et qui sait l'utiliser. Elle fait peut-être que ça dans votre robot, mais au moins, elle le fera normalement bien. Et vous ne serez pas mis en danger à le faire. Mais sinon, tout ce que vous faites, n'hésitez pas à expérimenter. Après, vous êtes documenté de préférence, parce que si vous expérimentez avant, ça risque de mal se passer. Gardez à l'esprit que la matière, elle est votre allié jusqu'au moment où elle décide de finir dans votre visage. Donc, soyez vraiment prudent avec ça. C'est pas de la rigolade, quoi. On a vraiment matière à se blesser. Prévoyez une trousse de secours, hein. C'était dans la slide de Barba hier. Prévoyez une trousse de secours dans le local, parce que même malgré tous ces conseils-là, vous avez de fortes chances de vous blesser à un moment donné. Et pour le bien de tous, rangez votre bip, parce que franchement, les ateliers qui ressemblent à celui de la photo, il n'y a pas meilleur moyen que d'avoir quelqu'un qui va mettre la main là-dedans et qui va tomber sur une lame de cutter qui n'a pas été rangée ou un tournevis pointu qui traîne. C'est pas forcément la matière qui va vous blesser, c'est généralement l'outil. Donc vraiment, soyez intransigeants là-dessus, parce que vous n'êtes pas dans un local tout seul. Les autres ne sont pas forcément aussi prudents que vous. Surtout, ils ne connaissent pas forcément les machines que vous avez. Donc, partez de votre atelier en laissant tout en sécurité pour les autres. Parce que vous êtes autant responsable de vos blessures que vous infligez que celles des autres. Mais par contre, c'est beaucoup moins drôle quand c'est celle des autres. Parce qu'on va vous le reprocher, en plus de faire mal. Voilà. Merci pour avoir suivi la présentation. Et puis, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, puisqu'elle était assez rapide. Ou pas assez. Je sais pas sur Twitch, je sais pas s'il y a eu des questions sur Twitch. Non. Ok. Oui, voilà. Mais on a tous ça. Moi, j'en ai une dans mon salon.
J'en ai une dans mon salon pour dès qu'on casse un tarot, effectivement, on peut utiliser une électro-érodeuse qui permet de fracturer cet élément de métal trempé qui se trouve coincé dans une matière beaucoup plus meuble et qu'on n'a pas envie de perdre. Il y a des vidéos sur YouTube si vous êtes curieux, ça se fait, ça existe. Mais honnêtement, moi je connais personne qui a cette machine chez lui. J'ai menti en disant que j'en avais une dans mon salon. Mais oui, ça se fait. Après, est-ce que ça vaut le coup de faire l'opération par rapport à refaire la pièce? Ça, c'est... Eh ben, vous allez voir Zeus encore une fois, et apparemment il a l'intention de s'équiper. Merci à tous et bon appétit. Oui. Du coup, merci à ceux qu'on suit pour ce matin. Cet après-midi, on va enchaîner du coup avec quelques conférences sur le développement embarqué. Donc pour ceux qui ont envie de se lancer et faire du code Kifiki OTD LED. Et on va après parler un peu plus général sur comment on fait un projet. Ça va être, pour ceux qui apprécient pas ça, ça va être peut-être un peu chiant, mais c'est une étape importante pour ceux qui se lancent dans l'aventure de la coupe. Hein, malheureusement, faire le robot, c'est parce qu'il n'y a pas que ça quand on fait une équipe pour la coupe. Donc je vais en parler un peu et après ça sera des conférences un peu plus posées, tranquilles et on parlera de cafetière à la fin. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir assister à cette magnifique conférence que je dois écrire. Voilà, à tout à l'heure. On se retrouve à 14 h.